Donc nous avons vu la fois précédente que certains problèmes se formalisent en utilisant un ensemble infini de formules du calcul propositionnel. Comme celui qui est dans mon chapeau, par exemple. Et un des résultats fondamentaux en logique propositionnelle et en logique du premier ordre, c'est le théorème de compacité qui nous dit qu'un ensemble de formules est insatisfaisable si et seulement si il y a un sous-ensemble fini qui est insatisfaisable. Donc je vais écrire l'énoncé, je pose le chapeau parce que j'en ai pas besoin pour la preuve du théorème, je ne sortirai pas la preuve de mon chapeau. Donc le théorème énonce un ensemble de formules S est satisfaisable si et seulement si tout sous-ensemble fini de S est satisfaisable. Compacité, pourquoi ça s'appelle compacité? Bon, bien sûr, c'est un lien avec la compacité que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc il y a une preuve de ce théorème qui se fait avec des arguments topologiques. Bon, en très bref, pour ceux qui aimeraient essayer de le démontrer de cette manière-là, je vais munir l'ensemble des interprétations d'une topologie, qui est la topologie produit, qui en fait un espace compact, et on utilisera donc c'est la compacité de l'ensemble des interprétations pour démontrer ce résultat. Mais nous allons faire une preuve beaucoup plus élémentaire. Une preuve plus élémentaire qui va nous permettre d'introduire des notions qui seront utiles dans la suite, qu'on réutilisera dans la suite, et même qu'on refera cette preuve d'une autre manière dans la suite. Enfin, de la même manière, mais un petit peu avec quelques arguments supplémentaires. Donc c'est un intérêt pédagogique pour introduire de nouvelles notions. Et pour ça, on va faire une hypothèse supplémentaire qui est que P, l'ensemble des variables propositionnelles, est un ensemble dénombrable. Et plus que ça, on va supposer que c'est l'ensemble AI, I appartient à N. Alors si le cas où P ne contient qu'un nombre fini de variables propositionnelles, en fait, peut se traiter différemment, c'est un cas simple du théorème de compacité, puisque si l'ensemble S est infini, mais ne contient qu'un nombre fini de variables propositionnelles, alors le fait qu'il n'y ait qu'un nombre fini de variables propositionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un nombre fini d'interprétations, donc il n'y a qu'un nombre fini de formules qui vont avoir un ensemble de modèles différents, et il suffit de prendre un représentant dans S pour chacun de ces ensembles de formules pour obtenir un ensemble qui est logiquement équivalent à S et qui est fini. Là aussi, je vous le laisse en exercice. Donc je vais me concentrer sur ce cas-là. Alors il y a un des deux sens de l'implication ici qui est très simple, qui est que si S est satisfaisable, alors tous les sous-ensembles finis de S sont satisfaisables, puisqu'un modèle de S, c'est un modèle de ces sous-ensembles. Donc je vais me concentrer sur la réciproque et montrer que donc, si S est insatisfaisable, alors il existe un sous-ensemble fini S' de S qui est satisfaisable. Donc pour faire cette preuve, je vais introduire de nouvelles notions. Ce sont les interprétations partielles. Une interprétation partielle, c'est une application d'un domaine qui est un segment initial de l'ensemble des variables propositionnelles dans 0,1.
Donc on ne donne l'interprétation que des variables A0 à n. Les interprétations partielles se comparent avec l'ordre de prolongement, donc il y a un ordre partiel, une interprétation I pour cet ordre-là a deux successeurs, exactement, qui correspondent aux deux prolongements qui correspondent à l'interprétation de an plus 1. Donc on peut soit prolonger I en an plus 1 envoyé sur 0, soit la prolonger en an plus 1 s'envoie sur 1, en supposant que I a pour domaine A0 à n. Alors on peut, du coup, ça donne une structure qu'on connaît bien en informatique, qui est la structure d'arbre, que je vais représenter ici. La racine de l'arbre, c'est l'interprétation partielle dont le domaine de définition est vide. Ensuite, je peux la prolonger de deux manières, en une interprétation dont le domaine de définition est A0. Soit A0 est interprété par 0, soit A0 est interprété par 1. Ensuite, je peux prolonger chacune de ces deux interprétations partielles de deux manières en A1. Soit, ici, je prolonge par 0, soit je prolonge par 1. Pareil de l'autre côté. Et je peux continuer pour A2, soit je prolonge en 0, par 0, soit je prolonge par 1. Et évidemment, je dois continuer pour toutes les variables propositionnelles. Donc c'est un arbre infini, complet, de degré 2. Maintenant, si j'ai une formule phi, je dirais qu'une interprétation partielle I falsifie phi si les variables propositionnelles de phi sont contenues dans le domaine d'interprétation de I. Donc ça veut dire que j'ai assez d'informations avec l'interprétation I pour savoir si les prolongements de I vont satisfaire ou non phi. Et elle falsifie phi donc si I chapeau de phi égale 0. Donc à l'aide de cette définition, je vais définir maintenant, pour un ensemble S de formules, l'arbre sémantique de S. Donc cet arbre s'obtient à partir de l'arbre de toutes les interprétations partielles, en retirant toutes les interprétations partielles qui falsifient une formule de S. Exemple, si je choisis comme ensemble S l'ensemble des AI implique AI plus 1 pour I appartient à N, union A0 ou A2. Là, les interprétations partielles de domaine A0 ne peuvent pas falsifier une formule de S, puisque aucune des formules de S n'a un ensemble de variables propositionnelles réduites à A0. Maintenant, si je regarde les interprétations partielles de domaine A0, A1, il y en a une qui va falsifier A0 implique A1. C'est l'interprétation dans laquelle A0 est interprété par 1 et A1 par 0. Là, j'aurais besoin d'une paire de ciseaux. Merci.
Dans ce cas-là, je coupe le sous-arbre correspondant et je le remplace ici par une feuille étiquetée par la formule de S falsifiée par l'interprétation partielle correspondante. Ici, A0 implique A1. On continue. Il n'y en a pas d'autre ici d'interprétation partielle de domaine A0 A1 qui falsifie une formule de S. Si je continue, je regarde l'interprétation partielle 0, 0, 0. Donc là, de domaine A0 à A2. Elle falsifie A0 ou A2. Donc, je coupe l'arbre correspondant. Là, un petit peu de jardinage. Voilà. Et je remplace ici le sous-arbre par une feuille, nœud d'échec aussi, ça s'appelle, étiquetée par A0 ou A2, la formule de S falsifiée par l'interprétation partielle. Dans S, il y a aussi la formule A1 implique A2, donc qui est falsifiée par l'interprétation partielle où A1 vaut 1 et A2 vaut 0, c'est-à-dire ce sous-arbre-là, que je coupe aussi. Bon, il ne faut pas que je casse l'arbre, par contre. Et j'étiquette donc par A1 implique A2. Formule falsifiée. Et bon, il y a l'autre, la même à droite, puisque A1 implique A2 ne dépend pas de A0. Voilà. Falsifié également par A1 implique A2. Donc, de cette manière, on définit l'arbre sémantique de S. Donc c'est l'arbre dans lequel j'ai coupé, j'ai retiré toutes les interprétations partielles qui falsifient une formule de S, et j'ai remplacé les branches qui pendent par des nœuds, des feuilles, étiquetées par une des formules de S qui falsifie l'interprétation voulue. Ok ? Montrons maintenant le lemme suivant. Et c'est là que la justification de l'utilisation de cet arbre arrive. A de S est fini si et seulement si S est insatisfaisable. Alors dans le sens de gauche vers la droite, si A de S est fini, on va faire plutôt si S est satisfaisable. Nous prenons la contraposée. Si S est satisfaisable. Je vais démontrer la contraposée du lemme. Si S est satisfaisable, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation I qui satisfait S, par définition. Cette interprétation I correspond à un chemin infini dans A de S. Oui, parce que toutes les restrictions de I à un ensemble de variables propositionnelles A0 à N, aucune des restrictions de I à un ensemble de variables propositionnelles A0 à N ne falsifie de formule de S. Donc j'ai bien un chemin infini dans l'arbre. Et donc évidemment, A de S est infini. Et réciproquement, si A de S est infini,
Alors comme cet arbre est de branchement 2, comme c'est un arbre binaire, s'il est infini, c'est qu'il contient un chemin infini. Et ce chemin infini va me définir une interprétation qui satisfait S. En effet, pour toute formule de S, je prends une formule quelconque de S, elle n'est falsifiée par aucune des interprétations partielles de ce chemin, ce qui veut dire que I la satisfait, et comme I satisfait toutes les formules de S, I satisfait S. Voilà, donc on a démontré que A de S est fini si et seulement si S est insatisfaisable. Revenons maintenant à la preuve du théorème. Donc si S est insatisfaisable, A de S est fini, comme on vient de le voir. Donc il a un ensemble fini de feuilles, soit S', l'ensemble des formules qui étiquettent les feuilles de A de S. Comme A de S est fini, S' est fini. Par construction, S' est contenu dans S. D'autre part, A de S' égale A de S. Parce que les deux arbres sémantiques ont les mêmes feuilles. Et donc ça, je vous laisse le faire la preuve en détail de A de S' égale A de S. En particulier, d'après le lemme, on a S' insatisfaisable. Et donc, j'ai bien terminé la preuve, puisque si S est insatisfaisable, alors il existe un sous-ensemble fini S' de S, tel que S' est insatisfaisable.